Bonjour, je vous présente cet ouvrage. John Stuart Mill, de la liberté. Mill vit à un moment où la pensée est dominée par la philosophie allemande. Influence déterminante de ce philosophe. Promoteur, avec son père, du mouvement libéral radical, théoricien de l'utilitarisme auquel il donne son nom et inventeur de la logique inductive. Né en 1806, son père, James Mill, est philosophe humain, ami intime de Bentham et de Ricardo. Fut formé intensivement une carrière de penseur grec, latin, histoire et philosophie. Devient haut fonctionnaire dans l'administration des Indes. Cet écrit sur la liberté était son préféré. Produit d'une collaboration avec sa femme, Harriet, qui allait mourir avant sa publication. Écrit avec soin et chaque phrase pesée et critiquée. La relation de l'individu à la société est envisagée dans une perspective du bonheur même. Mill avait prévenu des dangers de se rendre esclave de l'État et de la société. Les hommes préférant le pouvoir à la liberté, même au prix de l'esclavage. Importance absolue et essentielle du développement humain dans sa plus riche diversité. Wilhelm von Humboldt. Passion du vrai et du juste de son épouse. Lutte entre liberté et autorité dans l'histoire. Les souverains sont placés en position nécessairement antagoniste par rapport au peuple qu'ils gouvernent. Autorité tirée de l'héritage ou de la conquête sans le consentement des gouvernés. Une protection contre les abus du souverain sont des libertés ou droits politiques. Contrôle constitutionnel, être gouverné par un maître à condition d'être garanti contre sa tyrannie. Les intérêts du souverain sont habituellement opposés à ceux du peuple. La société exécute ses propres ordres, l'ordre injuste donnant une tyrannie sociale. Il faut une protection contre la tendance à entraver le développement de tout individu, limite à l'ingérence légitime de l'opinion collective dans l'indépendance individuelle. Trouver la juste harmonie entre l'indépendance individuelle et le contrôle social. L'existence de chacun dépendant des actions d'autrui, règle de conduite. Tout le monde devrait être tenu d'agir comme nous l'aimerions. Les opinions des hommes sur ce qui est louable ou blâmable influencent leurs désirs touchant la conduite des autres. La morale est née des intérêts et des sentiments de classe. Les préférences et les aversions de la société sont déterminantes pour les règles prescrites à l'observance générale. En Angleterre, le joug de l'opinion est plus lourd, celui de la loi plus léger. L'objet de cet essai est d'affirmer le critère absolu pour régler les rapports de la société avec l'individu, soit par la force physique, soit par la contrainte morale, opinion publique et sanction légale. La liberté comme principe depuis que l'humanité est devenue capable de se guider sur le chemin du progrès. La région propre de la liberté humaine est le domaine intime de la conscience, la liberté de penser et de sentir. Le principe exige la liberté des goûts et des occupations, de faire ce que nous aimons sans être empêchés par nos semblables. La liberté de s'unir pour tout but inoffensif pour les autres. Chacun est le gardien qualifié de sa propre santé, corporelle, mentale et spirituelle. Comte développe un système social qui vise à établir un despotisme de la société sur l'individu. La liberté de la presse est une sécurité contre les gouvernements corrompus ou tyranniques. Il devrait y avoir la pleine liberté de professer et de discuter en tant que conviction éthique toute doctrine, aussi immorale qu'on puisse la juger, le gouvernement cherchant souvent à contrôler l'expression de l'opinion. Les gouvernements et les nations ont commis des erreurs. Très peu de faits sont capables de raconter leur propre histoire sans commentaire pour faire ressortir leur sens. Garder ouvert son esprit à la critique de ses opinions et de sa conduite, même la plus intolérante des églises, l'Église catholique romaine, admet et écoute, lors de la canonisation
un avocat du diable. Assurance de la vérité, Newton et ses théories. L'utilité d'une opinion est à son tour affaire d'opinion, objet de dispute. Socrate, l'homme le plus vertueux de son temps, est la collision mémorable entre lui et les autorités, chef et modèle de tous les maîtres de vertu postérieure. Source de la sublime inspiration de Platon et de l'utilitarisme d'Aristote, mise à mort de Socrate pour impiété et immoralité, et de Christ comme blasphémateur. Les hommes méconnurent leurs bienfaiteurs et les confondirent avec l'exact contraire de ce qu'ils étaient. Une erreur est d'autant plus impressionnante qu'elle est le fait d'un homme plus sage et plus vertueux. Marc Aurèle, meilleur des hommes, persécuta pourtant les chrétiens. Il ne vit pas que le christianisme, avec ses devoirs dont il était si pénétré, devrait être un bien et non un mal. Devait être un bien et non un mal. Il estima de son devoir de ne pas laisser la société se dissoudre. Si son devoir n'était pas d'adopter cette religion, il était donc de la réduire au silence. Car cette théologie ne lui paraissait ni vraie ni d'origine divine, car l'histoire étrange d'un Dieu crucifié lui semblait incroyable. Événement parmi les plus tragiques de l'histoire. Les ennemis de la liberté religieuse acceptent les conséquences. La vérité triomphe toujours de la persécution. Mais l'histoire regorge d'exemples de vérité étouffées par la persécution. La réforme éclata au moins 20 fois avant Luther et elle fut réduite au silence. Anno de Brescia, Fradolino, Savonarole, pardon. Les Albigeois, les Vaudois, les Taulards, les Hussites, réduits au silence. La persécution a réussi partout, sauf là où les hérétiques formaient un parti trop fort pour être efficacement persécutés. Le véritable avantage de la vérité, c'est que si une opinion vraie peut être supprimée, il se trouve des gens pour la redécouvrir, jusqu'au moment où les circonstances soient favorables. Des sanctions de l'opinion, ou du moins de son expression, continuent à exister légalement. L'opinion est aussi efficace que la loi, qu'un homme soit emprisonné ou privé de la possibilité de gagner sa vie. Socrate fut mis à mort, mais la philosophie socratique s'éleva comme le soleil dans les cieux et répandit sa lumière sur tout le firmament intellectuel. Les chrétiens furent jetés au lion, mais l'Église devint un arbre majestueux et large. L'intolérance sociale ne tue personne, mais pousse les hommes à déguiser leurs opinions. Qui peut calculer ce que le monde perd dans la multitude des intelligences prometteuses, liées à des caractères timides qui n'osent pas poursuivre jusqu'au bout un enchaînement d'idées audacieux de peur qui ne les conduisent à une conclusion irreligieuse ou immorale? Des hommes doués d'une intelligence subtile et raffinée qui passent leur vie à ruser avec une intelligence qu'ils ne peuvent vers terre. Le premier devoir d'un grand penseur est de suivre son intelligence. Penser par soi-même, la liberté de penser d'un peuple intellectuellement actif. Fermentation intellectuelle, affirmons notre liberté d'esprit. L'intelligence et le jugement des hommes doivent être cultivés. La position raisonnable est la suspension du jugement. Il faut accorder une liberté entière d'écrire et de publier, sans aucune restriction. Tous les chrétiens croient que les bienheureux sont les pauvres, les humbles et les maltraités. Plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. D'une obscure secte d'Hébreux, méprisés, ils devinrent la religion de l'Empire romain. Il est rare, même chez les penseurs, que l'on connaisse les deux côtés. La diversité d'opinions est avantageuse. Ce qu'on appelle la morale chrétienne, qui devrait plutôt être nommée théologique, n'est l'œuvre ni du Christ ni des apôtres, mais plus tardive car élaborée par l'Église catholique. C'est essentiellement une doctrine de l'obéissance passive. Elle inculque la soumission à toutes les autorités établies. Dans le Coran, un souverain qui nomme à un poste un homme moins qualifié prêche contre Dieu et l'État.
Reconnaissons la liberté de penser et la liberté d'expression pour le bien-être mental de l'humanité. Il est souhaitable que l'individualité puisse s'affirmer. Celui qui laisse le monde ou son entourage choisir son plan de vie à sa place n'a pas besoin d'autres facultés que celle d'imiter, comme les singes. Celui qui choisit son plan lui-même met en œuvre toutes ses facultés. Ce qui est réellement important, c'est non seulement ce que les hommes font, mais également la sorte d'hommes qu'ils sont en le faisant. Il est souhaitable que les gens exercent leur intelligence. Si les hommes agissent mal, ce n'est pas à cause de la force de leur désir, mais à cause de la faiblesse de leur conscience. Il n'y a aucun lien naturel entre des impulsions vives et une conscience faible. Une personne dont les désirs et les impulsions ne sont pas à lui n'a pas de caractère. Il y a un idéal grec du développement personnel que l'idéal platonicien et chrétien de maîtrise de soi s'adjoint sans le remplacer. Les moyens de développement que l'individu perd par l'interdiction de satisfaire ses inclinations au détriment des autres sont obtenus principalement aux dépens du développement d'autrui. Seule la culture de l'individualité produit des êtres humains bien développés. Le génie ne peut respirer librement que dans une atmosphère de liberté. Importance du génie et nécessité de lui permettre de se développer librement, aussi bien dans la pensée que dans la pratique. Le premier service de l'originalité, c'est qu'elle ouvre les yeux. Mais les hommes, et plus encore les femmes, qui peuvent être accusés ou bien de faire ce que personne ne fait, ou bien de ne pas faire ce que tout le monde fait, sont sujets à se voir dénigrés, autant que s'ils avaient commis quelque grave délit moral. La moyenne générale de l'humanité est modérée dans son intelligence et dans son inclination. Ce sont des hommes d'une autre trempe qui ont fait l'Angleterre et qui empêcheront son déclin. Le positivisme de la coutume, le despotisme de la coutume est l'obstacle partout dressé face au progrès humain, l'esprit de liberté ou d'amélioration. La remarquable diversité de caractères et de cultures a fait progresser les nations européennes. L'Europe doit son développement à cette pluralité. La liberté et la variété des situations sont les conditions nécessaires au développement humain. Humboldt. Les hommes deviennent vite incapables de concevoir la diversité, une fois qu'ils ont été déshabitués de la voir. Contraindre faire son bien est le pire des conseils. Nous avons le droit d'agir en fonction de notre opinion, mais non pas pour opprimer son individualité, mais pour exprimer la nôtre. Nous n'avons pas d'obligation de rechercher sa compagnie. Nous avons le droit de l'éviter et de choisir. Les devoirs envers nous-mêmes ne comportent pas d'obligation sociale. Seule la prudence, le respect de soi est un devoir envers soi-même. Si la civilisation a vaincu la barbarie, quand la barbarie dominait le monde, il est excessif de prétendre craindre que la barbarie revive et conquiert la civilisation après avoir été maîtrisée. Cette civilisation ira de mal en pis. Jusqu'à ce que les barbares énergiques la détruisent et la régénèrent. Comme l'Empire romain d'Occident, Maxime 1, l'individu n'est pas responsable devant la société pour ses actions, dans la mesure où elles ne concernent les intérêts de personne d'autre que lui-même. 2. Pour des actions portant préjudice aux intérêts d'autrui, l'individu est responsable. Le commerce est un acte social. Lorsqu'il y a menace, mais pas certitude de malheur, seule la personne elle-même peut décider d'encourir le risque. Si les gens doivent avoir la permission d'agir comme bon leur semble, et à leur propre risque et péril, dans tout ce qui les concerne, seuls ils doivent également être libres de se consulter les uns les autres sur ce qu'il convient de faire, d'échanger des opinions ainsi que de donner ou recevoir des suggestions. Tout ce qu'il est permis de faire, il faut qu'il soit permis de le conseiller aussi. Il est opportun de limiter le droit de vendre des marchandises. L'État a l'obligation de continuer à contrôler avec vigilance l'exercice par l'individu de tous les pouvoirs qu'on lui octroie sur d'autres.
Le moyen de faire respecter la loi ne pourrait être rien d'autre que des examens publics s'étendant à tous les enfants dès leur plus jeune âge. C'est dans le domaine de l'éducation que des idées de liberté utilisées mal à propos empêchent la reconnaissance des obligations morales des parents. Intervention de l'État pour interdire une action malfaisante, un acte dommageable à autrui, objet de blâme social, avec ou sans punition légale. Quand on compare le respect étrange des hommes pour la liberté avec leur manque étrange de respect pour elle, on pourrait imaginer que les hommes doivent avoir nécessairement le droit de nuire aux autres, mais non droit de se satisfaire, eux, même sans peiner autrui. La limite de l'intervention de l'État, c'est quand l'individu peut mieux faire que le gouvernement. Processus ordinaire de l'industrie. Une autre limite est quand certaines choses sont utiles à leur propre éducation mentale en exerçant leur jugement. Enfin, une autre limite est de ne pas augmenter par nécessité le pouvoir du gouvernement. Si tout est contrôlé par le gouvernement, la liberté de presse aussi, et le mal serait grand. Le tsar lui-même est impuissant contre le corps bureaucratique, et il peut tous les envoyer en Sibérie, mais il ne peut gouverner sans eux ou contre leur volonté. Un peuple habitué à mener ses propres affaires offre un spectacle bien différent, et ce peuple est libre. Jamais esclave d'aucune bureaucratie. Un jésuite individuel est l'esclave de son ordre au plus haut degré d'avilissement, bien que l'ordre lui-même existe en vue de la puissance collective et de l'importance de ses membres. Le déterminisme n'entraîne pas le fatalisme et qui ne supprime en aucune manière l'intérêt pour la liberté concrète de l'individu dans la société. La liberté dont parle Mill se définit par opposition au pouvoir que la société exerce sur l'individu et à la légitimité de ce pouvoir. Contrairement au pacte social de Hobbes, chez Mill, le développement logique comprend plusieurs formes sociales, découlant les unes des autres. Aboutissement démocratique de l'évolution politique. Les hommes entrent sans cesse en conflit dans leur tentative de réaliser chacun ses projets, car ils se gênent mutuellement. Dans cette lutte, c'est le rapport des forces en présence qui est déterminant. La nécessité de la tolérance, de la discussion, vient d'un blocage dans le processus de la soumission des autres. Il faut que la tolérance elle-même devienne un principe partagé. Il n'est pas question d'établir une vérité absolue, mais d'instaurer un principe suprême pour régler absolument les rapports de l'individu et de la société en ce qui concerne le respect de la liberté individuelle. Seul l'individu peut savoir ultimement ce qu'est son bien. Personne ne peut décider de ce qu'est le bien d'un autre, de sorte qu'il est absurde de vouloir rendre quelqu'un vraiment heureux contre son gré. La société a le bien des individus pour but, elle doit donc permettre à chacun de chercher son propre bien. La société doit se défendre des entreprises des particuliers qui nuisent aux autres. Le bien de l'individu est le but premier des sociétés. Autonomie des hommes dans la recherche de leur bien propre. La société doit pourvoir utilement au bien de l'enfant. L'autonomie est atteinte quand les facultés mentales sont entièrement développées. La discussion dépend de la capacité rationnelle de prendre distance par rapport à ce qui se donne comme immédiatement présent dans l'opinion et le sentiment afin d'opérer une comparaison, une généralisation. La condition de la liberté est dans la capacité de raisonner, de discuter et de mettre en question ses propres opinions. La valeur de la liberté pour l'individu dépend de son aptitude à se libérer par la critique rationnelle de ses propres opinions, expériences et détachements par rapport au vécu immédiat. Comme l'enfant ou le barbare, vue plus large de l'homme, civilisé, tolérant et raisonnable, cohérence plus grande. La frontière étant le refus ou l'acceptation de la discussion. La raison étant induction et discussion, volonté d'universalité. L'humanité entière n'a pas le droit de réduire un seul dissident au silence, complicité ou indifférence du peuple. Fonder le droit sur autre chose que la force, mais celui de l'utilité qui se fonde sur le désir même du bonheur ou du plus grand plaisir. La vérité est une utilité, et d'une utilité primordiale pour l'humanité. La discussion est toujours utile à la vérité.
On peut devenir sage par l'intuition immédiate, prophétie, révélation ou inspiration. Or, 1000 critiquent la croyance, accès intuitif à la vérité absolue. Supériorité pratique de l'homme formée par la libre discussion, mais un certain niveau d'éducation est nécessaire. Autorité attribuée à la sagesse, fondée sur la libre critique. Volonté de livrer toute certitude absolue à la critique réflexive. La vérité est toujours utile chez les hommes considérés comme sages. Distinction entre conviction ferme et certitude, les idées subissant l'épreuve de la discussion. Le triomphe du vrai et de l'utile n'est finalement la responsabilité de personne d'autre que celle des hommes concernés eux-mêmes. L'intolérance conduisant à la suppression de la vérité. La vérité et le bonheur doivent être conquis. 1000 adhèrent au théisme, une religion dans laquelle le progrès n'est pas conçu comme une force autonome, entraînant l'humanité irrésistiblement vers un bonheur toujours plus grand. Avec Socrate et Christ, dans les deux cas, la mort d'un homme a précédé la naissance de quelque chose de plus grand. Soleil et pure lumière pour Socrate, et arbre pour le Christ, ombre étouffant les autres plantes. La discussion par l'effort de changement de perspective, la vérité étant une structuration des réseaux d'idées. Foi de 1000 en un progrès presque illimité de l'humanité, idée qu'il faut protéger toujours l'opinion minoritaire. L'individu doit être libre aussi longtemps qu'il ne nuit pas aux autres par son action. Idée d'autonomie morale naturellement liée à celle de l'utilité. Les gens se conduisant en fonction de leur utilité propre. Défendre la tolérance face à toutes les opinions. La qualité du bonheur dépend de celle des sentiments qu'il satisfait. Et le bonheur ou l'utile est notre but. Élargit son esprit. Le bonheur consiste dans la culture de soi. Le malheur étant en soi un degré de bonheur. Plaidoyer en faveur du génie et de la liberté d'action. La défense du génie va de pair avec celle de l'individu. Point de vue individuel propre à l'utilitarisme, argument en faveur de la liberté. La société ne doit pas supprimer toute compétition, mais l'organiser, la réglementer et en empêcher les manifestations violentes. Chacun a le droit de prendre tous les risques personnels qui lui plaît, si grands soient-ils, tant qu'il est le seul principal concerné. La tendance totalitaire de l'État incarnée dans une bureaucratie tentaculaire s'oppose à la liberté. John Stuart Mill, de la liberté.